Nous avons vu que si nous voulions une collection hétérogène, c'est-à-dire un ensemble d'objets polymorphiques regroupés donc dans un même ensemble, par exemple dans un tableau dynamique, alors forcément pour avoir le polymorphisme, il fallait avoir un ensemble, une collection de pointeurs sur ces objets. Et nous vous avons conseillé jusqu'ici de faire un tableau de pointeurs intelligents à la C++ 2011, un tableau de unique pointer. Regardons dans cette vidéo-ci comment nous pourrions le faire avec des pointeurs à la C et ce que cela implique. Pour rappel, nous avions pris comme exemple une classe jeu qui contient donc une collection de personnages pouvant être polymorphiques, donc pouvant être des guerriers, des voleurs, des magiciens, etc. Et donc pour ceci, nous avons donc mis un tableau dynamique ici de pointeurs sur des personnages. Dans la version précédente, nous avions mis ici des unique pointers. Regardons donc maintenant si on met comme ceci des pointeurs à la C, puisque après tout, en fait, l'interface de l'ajout d'un personnage se fait avec un pointeur à la C. Pour rappel, l'utilisation, ça serait donc d'avoir ici une instance de la classe jeu et d'appeler jeu.ajouterPersonnage avec une allocation dynamique ici d'un guerrier au travers d'un new guerrier qui renvoie bien donc un pointeur sur un guerrier, lequel pointeur sur un guerrier est bien compatible avec un pointeur sur un personnage, puisque un guerrier est un personnage. Un pointeur sur un guerrier est aussi un pointeur sur un personnage. Comment donc, dans ce cas, avec un pointeur à la C, écririons-nous les deux méthodes de la classe jeu? Commençons par l'ajout d'un personnage dont le prototype n'a pas changé. Donc on reçoit effectivement ici un paramètre nouveau qui est un pointeur à la C sur un personnage, puisque ceci serait le résultat de l'appel anew. Et donc comme on a décidé ici d'avoir un tableau dynamique de pointeurs à la C sur des personnages, il n'y a rien de compliqué à faire. Il suffit simplement d'ajouter pushback à la fin donc du tableau dynamique de personnage le paramètre nouveau que l'on a reçu. On peut, comme dans la version précédente, commencer par au préalable vérifier que l'on reçoit effectivement un vrai pointeur qui n'est pas nul, c'est-à-dire un pointeur sur un vrai objet. Donc cette version est un tout petit peu plus simple que dans le cas des unique pointers. De même pour l'affichage, ici on peut simplement effectuer une classique boucle for auto ici, puisqu'il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème d'empêchement d'avoir plusieurs pointeurs sur la même zone mémoire comme dans le cas des unique pointers. Donc ici également, rien de particulier à faire par rapport aux unique pointers. Je vous laisse d'ailleurs comparer les deux codes pour voir où sont les différences. Donc on voit que dans la version à unique pointer, on a dû rajouter ici unique ptr effectivement au lieu d'avoir simplement donc une étoile. On a aussi dû, pour les histoires de pointeur unique, donc d'éviter d'avoir plusieurs pointeurs sur la même zone mémoire, rajouter ici un const qui n'existe pas dans la version pointeur à la C. Et enfin, on a dû rajouter ici la conversion d'un pointeur à la C en un unique pointer, laquelle n'existe pas non plus dans la version pointeur à la C. Il semble donc que la version pointeur à la C est plus simple que la version avec unique pointers. Donc pourquoi vous avoir conseillé des unique pointers? Le problème avec les pointeurs à la C, c'est que le programmeur devra se prémunir contre un certain nombre de problèmes potentiels avec sa classe. La première chose à laquelle il faut penser quand on met des pointeurs dans une classe, donc typiquement ici quand on met des pointeurs dans notre collection hétérogène, dans notre jeu, la première chose à laquelle il faut penser, c'est lorsqu'on a des pointeurs dans une classe, il faut penser au constructeur de copie et au destructeur, ainsi qu'à l'opérateur d'affectation. En effet, si l'on a des pointeurs dans une collection, donc par exemple ici dans notre jeu, nous avons un tableau de pointeurs sur des personnages. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire de copier un jeu? Est-ce que l'on fait une copie de surface? Si ici j'ai un jeu J2 qui est une copie de J1, il aura donc une copie du tableau de personnage. Mais si l'on fait qu'une copie de surface, si l'on n'utilise que le constructeur de copie par défaut, alors on va copier des pointeurs, on va copier les différents éléments uniquement, terme à terme. Donc une copie de pointeur, ça veut dire que le jeu 2 pointera sur les mêmes personnages que le jeu 1.
Et ceci est en général indésirable puisque l'on souhaite en général que les deux collections aient des éléments qui vivent séparément. Ici, dans l'exemple des jeux, bien évidemment, on souhaiterait pouvoir jouer séparément au jeu 1 et au jeu 2 sans que les personnages de l'un influent les personnages de l'autre. Ce problème n'existe pas avec les unique pointers puisqu'avec un unique pointers, on n'a pas le droit d'avoir des pointeurs multiples sur les mêmes personnages et donc on n'aurait pas du tout le droit de faire une copie. Donc la copie est de fait interdite avec un jeu qui contient des unique pointers. Le compilateur aurait en effet interdit l'appel au constructeur de copies qui cherche à faire des copies de unique pointers et donc le programmeur se serait rendu compte qu'il y a ici un problème. Par ailleurs, avec des pointeurs à lacets, il ne faut pas oublier la désallocation et surtout la règle d'or que c'est celui qui a alloué la mémoire, celui qui a fait le new, qui est chargé de la libérer, donc de faire le delete. Donc je vous rappelle qu'on utilisait par exemple typiquement comme ceci, ajouter un personnage au jeu et le personnage est créé par appel ici à new, donc par exemple new magicien avec les paramètres pour son constructeur. C'est donc celui qui a fait cet appel ici qui devra faire la destruction. Ici, en l'occurrence, il n'a pas moyen de récupérer le pointeur qu'il a alloué puisqu'il n'a pas sauvé cette valeur quelque part. Et donc, il faut offrir le moyen de détruire les personnages que l'on a mis dans notre collection. Donc, par exemple, avec une méthode détruire un personnage où on indiquerait l'adresse du personnage que l'on veut détruire. Mais cela supposerait bien sûr que celui qui alloue garde trace de ces pointeurs pour pouvoir les utiliser ici. On pourrait aussi détruire un personnage en indiquant quel est le numéro, l'index de ce personnage, en supposant qu'on est par exemple numéroté, qu'on ait accès au numéro des personnages, détruit le personnage numéro 2, etc. Ou alors carrément offrir une méthode qui détruit tous les personnages. Ça, c'est libre à vous, c'est en fonction de votre conception, de la collection hétérogène que vous voulez créer, mais dans tous les cas, il va falloir penser à fournir des méthodes qui permettent de libérer la mémoire allouée, libérer les pointeurs qui sont stockés dans votre collection. Donc par exemple, si l'on a décidé d'offrir la méthode qui détruit tous les objets pointés stockés dans la collection, qui détruit tous les personnages pointés dans le jeu, on parcourrait comme ceci avec une boucle for tous les personnages, tous les pointeurs pointés dans le tableau personnage et on delete chacun de ces pointeurs. Évidemment, à la fin, on n'oublie pas de vider le tableau de ces pointeurs pour ne pas garder en mémoire des pointeurs qui pointent vers des zones mémoire qui ont été libérées. Une autre façon, si l'on souhaitait fournir la méthode qui permet de détruire un personnage indiqué par sa position, par exemple détruire le deuxième personnage, donc on aurait la situation suivante, on a un jeu qui contient donc son tableau de personnages, qui sont donc des pointeurs sur des personnages, guerriers, voleurs, magiciens. Et supposons donc que l'on passe le paramètre 1 ici à cette méthode, c'est-à-dire qu'on veut supprimer le deuxième personnage, un personnage de 0, personnage de 1, on veut supprimer le deuxième personnage. Donc la première chose que l'on ferait, si bien sûr on est sûr que le paramètre lequel ici est inférieur à personnage.size, ceci aurait pu être testé donc à l'extérieur avant l'appel de détruire personnage. Évidemment, si on ne peut pas le garantir, si ce n'est pas le cas, ça vaudrait la peine donc de rajouter le test ici. Et donc si une telle condition est garantie, la première chose que l'on ferait, c'est de delete cette zone mémoire, donc delete de personnage de lequel ici, donc personnage de 1, on va faire un delete ici sur cette zone mémoire. Mais bien sûr, une fois qu'on a fait ceci, il va falloir éviter de garder cette adresse vers une zone mémoire invalide, et donc il va falloir supprimer ce pointeur. Donc là, 3 solutions en fonction de ce que vous souhaitez faire. Les 3 solutions sont tout à fait possibles. Ça dépend de comment on veut gérer la collection hétérogène. Soit on veut garder le même ordre et le même nombre de cases dans le tableau de personnages, le même nombre de personnages possibles, mais indiquer simplement que ce personnage a disparu. À ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement dire que on remplace le pointeur invalide par une adresse nulle en disant que ce personnage a été détruit représenté par un null pointer, ce qui donnerait donc la situation suivante en mémoire. Et donc on aurait bien ici un tableau qui continue de garder 4 possibles personnages avec un pointeur nul ici pour indiquer que le personnage à la position 1, le deuxième personnage, n'existe plus. Ça c'est une solution possible.
mais qui implique évidemment que celui qui utilise le tableau prenne alors ses précautions et teste si l'objet est bien présent avant de, par exemple, lui appliquer une méthode. Une autre solution quand on détruit un personnage, ça serait de dire qu'à ce moment-là, le nombre de personnages dans le jeu diminue de 1, la taille de ce tableau diminue de 1, et donc de supprimer carrément cette case. Et là, il y a deux solutions possibles. Une solution efficace qui ne préserve pas l'ordre, mais qui est très efficace, qui ne supprime qu'un seul élément. Et une solution qui préserve l'ordre, mais qui va être coûteuse parce qu'elle va demander de recopier tous les éléments qui suivent l'élément que l'on est en train de détruire. Donc regardons la première solution. La première solution consiste simplement à échanger avec la fonction swap de utility, à échanger le pointeur sur lequel on vient d'appliquer delete avec le dernier pointeur du tableau, donc personnage.back, donc je vous rappelle c'est le dernier élément du tableau personnage, et on va donc échanger ces deux éléments, ce qui va donc donner ceci. Si l'on échange les deux pointeurs, c'est maintenant cette case-là qui pointera ici, et cette case-ci qui pointera là-bas. Ça, c'est l'échange donc de ces deux pointeurs. Une fois que cet échange a été fait, alors à ce moment-là, on peut maintenant supprimer le dernier élément du tableau, puisqu'on sait que maintenant ce dernier élément, c'est justement le pointeur que l'on ne veut pas garder. Et donc, avec ce pop-back, on va supprimer ici ce dernier élément. Ce qui fait qu'au final, on n'a effectivement plus que 3 personnages et plus aucune indication de l'adresse de cette case mémoire que nous venons de libérer. Une troisième solution, en fonction des besoins, serait donc de supprimer ce pointeur, mais en gardant l'ordre, c'est-à-dire en gardant ce pointeur au début, mais celui-ci en deuxième, celui-ci en troisième, et non pas en inversant comme ceci les ordres qu'on avait un petit peu perturbés tout à l'heure, en utilisant donc comme ceci la méthode erase des tableaux dynamiques, des vectors, qui donc supprime comme ceci, je vous le livre ici sans plus de détails, l'élément à la position lequel, et qui donc va, et c'est en cela qu'elle est coûteuse, effectivement supprimer cet élément, mais copier tous les éléments qui suivent, les déplacer les uns après les autres pour que, évidemment, ce tableau reste un tableau connexe en mémoire à 3 éléments. Voilà donc comment on pourrait procéder d'une façon ou d'une autre pour pouvoir offrir la possibilité de supprimer donc les éléments de la collection. Donc pour résumer, les pointeurs à lacets dans une collection hétérogène posent le problème de l'intégrité des données. En fait, il y a 3 facettes à ce problème. Le premier, c'est de garantir la durée de vie des données pointées, la durée de vie des personnages du jeu au moins aussi longtemps que le jeu existe. Nous en avions déjà parlé dans le cas des pointeurs Unique Pointers, donc nous en avions parlé dans la vidéo précédente. Donc ceci, c'est un point que l'on trouve à la fois dans les Unique PTR et dans les pointeurs à lacets. Le deuxième problème, c'est le problème de la désallocation. Il faut garantir que l'on libère la mémoire que l'on a allouée. Et ça, du point de vue des Unique PTR, comme ce sont des Smart Pointers, il n'y a rien à faire. Donc ici, c'est tout bon. Par contre, évidemment, dans les pointeurs à lacets, ce n'est pas fait. Et donc, il faut bien sûr, c'est ce que nous venons juste de détailler, offrir le moyen de le faire proprement. Enfin, troisième problème, le problème de partage des données entre différentes collections. On l'a déjà brièvement évoqué avec la copie tout à l'heure et je vais y revenir dans un instant. Ceci ne pose aucun souci au niveau des Unique PTR, c'est justement l'aspect unique qui empêche que l'on ait du partage de données entre les différentes collections, mais qui n'est pas du tout garanti par les pointeurs à lacets et il va donc falloir le traiter. Pour finir, reprenons donc ce dernier point en détail, et j'ai choisi pour cela de considérer un exemple qui me semble un tout petit peu plus illustratif, où on imagine qu'on a donc des dessins qui seront donc notre collection hétérogène, des dessins étant des ensembles de figures géométriques. On aurait donc 2 classes, la classe figure qui est une classe abstraite, dont on imagine par exemple qu'on aurait donc différentes figures comme des rectangles, des cercles, etc., qui hériteraient. Et on aurait donc une collection hétérogène de figures qui serait notre dessin, qui contiendrait donc différentes figures, lesquelles sont polymorphiques, des rectangles, des cercles, etc. La question est donc de savoir si le contenu d'un dessin est personnel ou partagé. Donc si par exemple, j'imagine avoir plusieurs dessins, donc par exemple le dessin D18 qui contient donc une collection
de pointeurs, bien sûr, puisque l'on souhaite que les figures se comportent de façon polymorphique, de pointeurs sur des figures, et imaginons que j'ai donc un autre dessin qui contient aussi sa collection de pointeurs sur des figures. Admettons que par exemple un de ces objets soit un cercle et qu'on décide donc de changer un attribut de ce cercle, donc par exemple de colorier ce cercle en rouge. La question c'est, si je colorie ce cercle en rouge, est-ce que ce sera juste le cercle de ce dessin D18 qui sera colorié en rouge, ou bien aussi d'autres cercles, d'autres dessins? Par exemple, est-ce que ce cercle est partagé par les dessins D18 et D4, auquel cas si je le modifie par l'un, alors il va apparaître modifié dans tous. La réponse à ce genre de questions dépend bien évidemment du cadre dans lequel vous développez votre collection hétérogène, ça dépend de la conception de votre collection hétérogène, mais je crois vraiment que dans le cas des dessins, on ne souhaite pas que les figures soient partagées par plusieurs dessins, mais bien que chaque dessin ait ses propres figures. Un dessin a son cercle, un autre dessin a un autre cercle qui sont différents. Dans le cas des jeux qu'on avait pris comme premier exemple, je pense aussi que les contenus ne sont pas partagés. D'ailleurs, avec qui partager? Je pense que dans ces cas-là, on n'a qu'un seul jeu et on va éviter d'avoir des copies de jeux. Si vous voulez un exemple où l'on pourrait imaginer avoir des collections qui partagent leur contenu, ça pourrait être aussi un jeu, mais un petit peu plus compliqué, où on aurait différentes caméras qui pourraient voir donc les joueurs du jeu sous différents angles. Et alors on imaginerait que par exemple chaque caméra ait par exemple une collection de personnages qu'elle peut voir, donc comme ceci. Donc par exemple la caméra permettrait de voir le monstre 1 et le joueur 2. La caméra 2 permettrait de voir les deux joueurs, et on aurait comme ceci, par exemple, des éléments du jeu qui seraient partagés par plusieurs collections. Mais ce genre de conception est quand même beaucoup plus avancé et peut-être un petit peu plus rare. Donc dans les exemples qu'on vous a donnés, on ne souhaiterait certainement pas partager le contenu des collections entre différentes collections. On voudrait que chaque collection ait ses propres personnages dans le cas du jeu, ses propres figures dans le cas des dessins. Et donc, soit il faudrait le garantir au niveau du programme, et donc faire des méthodes, faire des fonctions pour garantir que c'est bien le cas, soit alors donc utiliser des unique PTR qui justement empêchent que l'on ait plusieurs pointeurs sur le même objet. Pour conclure, on vous a donc conseillé d'utiliser les unique pointers pour avoir plus facilement une meilleure intégrité des données. Dans tous les cas, unique pointer ou pointeur à lacet, vous devez vous poser le problème de la durée de vie des données pointées par ces collections, donc des objets contenus dans les collections. Mais dans le cas des unique pointers, vous n'avez pas à vous préoccuper de la désallocation, ça c'est l'aspect smart pointers des pointeurs à la C++ 2011, ni du partage de données entre collections, ça c'est l'aspect unique des unique pointers. Si jamais vous partez pour une implémentation de pointeurs à lacet, alors il faudra non seulement vous poser ces questions, mais aussi y apporter des réponses.